Moi, le rugby, en tout cas, j'en suis, je suis un dingue de ce sport, parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleure métaphore pour expliquer ce qu'est la vie, quoi. Je sais plus c'est Michael Jordan, je crois, qui dit ça, ou Kobe Bryant, pardon, qui dit que le sport est la plus belle métaphore pour expliquer ce qu'est la vie. Et je pense que le rugby, ça y fait pas exception. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais très bien, Yannick Nyanga, bonjour. Salut. Merci d'être là dans The Grind Game. J'ai envie qu'on aille dans les coulisses un petit peu de la performance. Alors oui, tu es ancien joueur de rugby, international, 46 sélections d'équipe de France, champion de France, champion d'Europe avec Toulouse, une carrière évidemment et un CV long comme le bras. Mais ce qui m'intéresse, c'est ta personnalité, c'est l'adversité que tu as dû rencontrer évidemment quand on veut aller tutoyer les sommets. Évidemment qu'on va affronter cette adversité. Parler un petit peu de ton rôle dans un vestiaire, ton rôle dans une équipe, ton rôle dans ton dépassement de soi, ton histoire personnelle, tes aspirations pour le futur. Et voilà, et qu'on aille un petit peu, les Anglais disent don't leave any stones unturned, qu'on aille retourner tous les cailloux pour être vraiment sûr qu'il y a pas des petites perles qui traînent. Parce que dans The Grind Game, j'ai la chance d'avoir des athlètes, des entrepreneurs et des investisseurs. Et ce qui les unit tous, c'est le fait qu'ils ne lâchent jamais rien. Et je pense que tu es quelqu'un quand même qui a énormément réussi, qui va réussir encore plus, j'en suis absolument certain. Et qui ne lâche rien. Mais qui n'a jamais rien lâché. Et pourtant c'est dur, et pourtant c'est pas facile, donc encore merci d'être là, ça me fait franchement hyper plaisir de te voir et de t'avoir. Ouais, merci à toi, merci pour l'invitation, c'est un honneur, ça me fait plaisir. J'ai regardé moi les épisodes précédents, notamment celui avec Raphaël Van Aran qui m'a beaucoup plu, et puis d'autres avec certains entrepreneurs dont j'ai oublié les noms, mais qui m'ont plu. J'aime bien l'angle d'attaque sur le growth mindset. Donc voilà, ravi de parler de tout ça. Growth mindset, résilience, mais d'abord il y a une étincelle. D'abord il y a un petit animal au fond de ton bide qui s'appelle l'ambition, qui s'appelle la compétitivité, l'esprit de compétition, qui s'appelle l'envie de prouver, peu importe ce que c'est. Et ensuite il faut trouver son avenue. Certains c'est l'entrepreneuriat, tout de suite, je vois un problème, je me dis c'est pas possible que personne ne s'en occupe, je me retrousse les manches, je me lance. D'autres c'est l'investissement, d'autres c'est les études, d'autres c'est l'excellence académique ou musicale, les artisans, etc. Et certains c'est le sport. Et j'aimerais te parler, on va commencer un peu par le commencement, d'où te vient cette étincelle, d'où te vient ce goût de la compétition, est-ce que tu as fait d'autres sports, pourquoi le rugby, comment le rugby, et parler un petit peu de tout ça, on va commencer par le commencement. Alors le commencement, moi c'est le plus grand des hasards. Le rugby, c'est vraiment, j'ai beaucoup raconté cette histoire, mais j'habitais à Agde, dans le sud de la France, et mon père faisait construire une maison qui était juste à côté d'un stade de rugby. J'avais 5 ans et il fallait que je fasse une activité. J'étais un petit garçon assez turbulent. Il fallait que je fasse une activité sportive et j'étais trop petit pour le foot. Moi, mon sport de prédilection, entre guillemets, c'était le foot. C'était vraiment j'étais foot ça, tu le sais. Ça m'a suivi pendant toute ma carrière de rugbyman. Je suis toujours un grand fan de foot. Et donc, mais j'étais trop petit pour le foot. Et le mercredi. Peut-être trop bon au rugby. Ben là, pas encore. Là, parce que là, pour le coup, mes débuts n'ont pas été des plus prometteurs parce que j'avais peur du ballon. Mais en tout cas, je suis allé dans ce club de rugby qui est le ROAG. Et j'ai été trop petit parce qu'à ce moment-là, on prenait qu'à 6 ans pour jouer au foot pour jouer au rugby, pardon. Et moi, j'en avais 5. Mais ils m'ont dit que je pouvais faire les entraînements et qu'ensuite, je ferais les matchs en temps voulu. Donc dans ma tête, c'était vraiment, je fais un peu de rugby parce que voilà, fallait contenter mon père qui voulait que je fasse une activité. Et puis dès que j'ai l'âge, je file au foot. Sauf que les rencontres du rugby, les goûters à la fin des entraînements, les déplacements en bus où tu chantes et voilà, et les rencontres, les amitiés, les entraîneurs. Tu me connais et je sais que voilà, les connexions humaines ont fait que je suis jamais parti en fait. Et ça, c'était il y a, je sais pas, 35 ans peut-être. Mais tu avais peur du ballon. Ouais, exactement, j'avais peur du ballon. Mais je pensais que ça se voyait pas trop. Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais quand on était en mini poussin, on peut aller prendre le ballon à l'arbitre qui te pose le ballon là, tu te mets au pied de l'arbitre et tu peux prendre le ballon. Et moi, j'arrivais à prendre le ballon et aller marquer. Donc je sortais toujours des matchs avec qu'on te fasse des passes. Des passes, voilà. D'accord. Je pas réceptionner le ballon. Exactement. Quand tu me faisais une passe un peu tendue avec le joueur et la pointe arrivée, je n'attrapais pas le ballon. Et donc du coup, j'avais pas l'impression que ça se voyait.
Jusqu'au jour où je parle de ça dans mon livre, de cette anecdote-là, où ma tante vient me voir de Kinshasa. Et elle ne comprenait absolument rien au rugby. Elle arrive, elle vient avec son pagne, elle met une nappe au bord du terrain, le boubou et tout ça. Et elle regardait, elle parlait un peu avec tout le monde. Pour moi, elle regardait pas du tout le match. Et puis si, en plus de ça, elle regardait le match, elle comprenait pas les règles. Mais à la fin, elle me demande quand même, mais pourquoi t'attrapais pas le ballon quand on te faisait la passe? Tu vois, donc là, du coup, j'ai dit, ah ouais. Donc si elle voit que j'attrape pas le ballon, ça veut dire que tout le monde voit que j'ai peur, en fait. Ouais. Et donc, ça a commencé à faire le voyage dans ma tête, de me dire qu'il faut que j'attrape ce ballon là, toute la semaine et tout ça. Et puis le mercredi d'après, c'était l'entraînement. Le mercredi d'après, j'arrive décidé à attraper le ballon et en fait, j'essaie d'attraper le ballon. Je marque pas mal d'essais ce jour-là et super content. Et c'est vraiment, quand on me demande le déclic que j'ai eu pour le rugby, ça a été vraiment à ce moment-là. Et là, en fait, tu deviens. T'as cette sensation de gagne, en fait. Je courais assez vite, j'étais un petit peu grand. J'arrivais à performer dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Et puis là, quand tu arrives à attraper le ballon, en fait, t'as les clés de ton sport. Et là, tu commences à dominer les matchs que tu joues et tu commences à faire parler de toi, intéresser d'autres clubs, à intéresser les sélections. Et puis voilà, c'était parti, quoi. Et je suis jamais parti du rugby, mais voilà, c'est plus pour l'esprit, je pense, que pour le sport lui-même, à la base. J'ai une liste de questions, mais là je vais directement aller quasiment à la dernière, mais c'est marrant ce que tu me dis. Un des parallèles que j'ai dans la performance, l'entrepreneuriat, l'investissement, le sport, peu importe ce que c'est, on nous demande toujours d'être extrêmement focus. Tu vois, il faut être discipliné, être dans ton sport, être vraiment d'une intensité rare. Et souvent, on a tendance à juste pas regarder les choses d'un angle un tout petit peu différent. Et là, typiquement, cet angle différent, il peut être celui de ta tante, qui n'avait pas les biais du rugby en se disant « mais s'il attrape pas ses ballons, c'est que la passe n'était pas bonne, c'est que la vissée n'était pas belle », enfin bref, à s'inventer des raisons pour rien. Et elle t'a posé la question bête, je dis pas ça méchamment, mais en tout cas la question simple, que peut-être personne d'autre n'avait vue, parce qu'elle arrivait avec cette fraîcheur d'esprit, cet angle décalé. Je te donne un exemple. John O'Gibbs, l'entraîneur des avants de Clermont quand j'y étais, qui un jour nous convoque pour une vidéo. Et tout ce qu'il y avait, c'était des coups d'envoi, donc des renvois de Camille Lopez aux 50 mètres qui frappe son ballon. Et en fait, il arrêtait la vidéo juste au moment où le ballon lui avait quitté des pieds. Donc tu voyais la tache blanche du ballon qui était juste au-dessus. Et à chaque fois, sa seule question, c'est où va le ballon? Est-ce que c'était zone 1, 2, 3? Tu vois, le truc, quand tu réceptionnes un ballon, c'est quand même plus pratique de savoir où va aller le ballon, grosso modo. Et à chaque fois, on dit, John, on ne sait pas, t'as arrêté la balle là, on ne sait pas. Vous n'avez pas compris. Puis il recommence, puis il en met une deuxième, une troisième, une quatrième. Puis d'un coup, il convoque Camille Lopez. Il dit, écoute Camille, parle-moi du process que tu fais depuis l'âge de 6 ans. Tous les coups d'envoi que tu as tapés, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je sais pas, j'arrive, je tape mon ballon au sol et après, j'annonce à mon équipe où est-ce que je vais aller taper. Ok, à moins d'avoir un micro, tu peux pas savoir. Après, qu'est-ce que tu fais? Je pousse l'arbitre. Comment ça, tu pousses l'arbitre? Pour pas qu'il soit dans mon chemin, je dis souvent à l'arbitre où j'ai tapé, comme ça, il se met de l'autre côté. 99% du temps, t'as qu'à regarder où est l'arbitre. Et 99%, sauf inspiration, au dernier moment, Richie Monga, qui va, le demi d'ouverture de All Black, qui va taper pour l'ailier, et le coup d'envoi, il va être de l'autre côté. J'avais 30 ans, 30 sélections d'équipe de France, je pensais avoir tout compris du rugby, j'avais juste pas posé la question un peu con de comment est-ce qu'on tape un coup d'envoi, et c'est quand même une information qui est sensationnelle à avoir si tu réceptionnes un ballon, que 99% du temps, tu vas savoir où, avant même que l'opposition ait tapé, où va aller le ballon. Donc c'est cette idée d'aller chercher un angle différent, un angle frais, autant être tout le temps focus dans ce que tu fais, mais des fois, juste regarder les choses d'une façon différente. Et ça, je trouve que ça, c'est magique dans l'entraînement. Tu vois, tu parles de John O'Gibbs, maintenant j'ai la casquette d'entraîneur. Et ça, je trouve que on va en parler après, ça, je trouve ça fou vraiment notre sport, c'est toujours le même. On est toujours 15 face à 15 joueurs et on doit gagner, ça dure 80 minutes et tout ça. Mais il n'y a pas un seul match qui se ressemble, en fait. Et on prend beaucoup d'informations sur les joueurs, sur les adversaires, sur nos propres joueurs et tout. Et je trouve que, moi, le rugby, en tout cas, je suis un dingue de ce sport, parce que je trouve qu'il n'y a pas meilleure métaphore pour expliquer ce qu'est la vie, quoi. Je sais plus c'est Michael Jordan, je crois, qui dit ça, ou Kobe Bryant, pardon, qui dit que le sport est la plus belle métaphore pour expliquer ce qu'est la vie. Et je pense que le rugby, ça y fait pas exception. Alors, je pense que tu as toujours été coach dans ton cœur parce que tu aimes
que les autres performent mieux. Ouais. Tu aimes contribuer à la performance d'une équipe, par ta performance individuelle. Ouais. Mais tu as toujours été le genre de coéquipier, le genre, soit par la parole, par l'acte, par l'aide technique, par le conseil, de leadership aussi, avec un rôle quand tu étais au Racing à la fin. Bien sûr. Tu me parlais de ta relation avec Ibou Diallo, je crois, où tu lui filer un coup de main, passer ça à la génération d'après. Donc en fait, ça a été un peu un trait de caractère que tu as toujours eu, un peu inné, finalement, d'aller dans l'entraînement, ok, mais dans le coaching tout court, quoi, aider les autres à performer. Mais si on revient juste au tout début, qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux de ce fameux sport du rugby? Qu'est-ce qui a fait? Tu m'as parlé de connexion humaine, tu as parlé d'une façon de concevoir la vie qui est vraiment belle à travers ce sport collectif. Mais dis-moi un peu, rentre un peu plus dans les détails de ça. Déjà, moi, ce que j'ai aimé, c'est que je suis né à Kinshasa en décembre 1983. Je suis arrivé en France en 1985. J'ai commencé à jouer au rugby en 1980, la saison 89-90. Et quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien à la base, qui est devenu le mien, mais qui n'était pas le mien à la base, que t'es d'une couleur de peau différente des autres, tu as du mal en fait à te retrouver en fait. Parce que autour de toi, il y a pas grand monde qui te ressemble, hormis ton père, ta mère, ton frère et ta sœur, enfin, pour ceux qui étaient mon cas. Mais je croisais pas beaucoup de gens qui me ressemblaient. Et donc c'était difficile de trouver des repères par rapport à ça. Ce que j'ai aimé dans le rugby en fait, et ce que j'aime toujours dans le rugby, c'est que je pense que le rugby c'est le seul sport où tu viens comme t'es en fait. Et il n'y a pas un prototype de joueur de rugby ou un morphotype de joueur de rugby. Ça veut dire qu'au rugby, dans un club dans n'importe quel club du coin, t'es petit, on va avoir tendance à te mettre à la mêlée, t'es rapide, tu vas jouer sur les ailes, t'es grand, tu risques de jouer deuxième ligne, tu sais un peu tout faire, t'es un peu vaillant, tu vas jouer troisième ligne, première ligne, t'es costaud, tu vas être capable d'encaisser toutes les mêlées. Et donc, il y a besoin de profils différents. Et ça, je trouve que c'est un message qui est hyper positif, en fait. C'est un message dans lequel tu te sens bien. Parce que t'es gros au rugby, c'est jamais un défaut, en fait. Dans une équipe de rugby, on a besoin de gros. On a besoin de grands, on a besoin de petits, on a besoin de rapides, on a besoin de... Et cette acceptation-là un peu qu'il peut y avoir dans ce sport, et que je trouve qu'il y a dans très peu de sports, en fait. Parce que si t'es petit, que tu fais du basket, c'est compliqué. Si t'es gros, que tu fais du foot, vous êtes 11 sur un terrain de 80 mètres de large et 120 mètres de long, en fait, c'est compliqué. Au rugby, non. Il y a des piliers encore aujourd'hui qui ont 40 ans, 41 ans, qui vont pas se déplacer des masses. Mais par contre, quand il y a des mêlées, c'est leur royaume. Et ces mêlées-là, elles font gagner les matchs aux équipes. Et ça, je trouve que c'est quand même... T'as gagné un match au Camp Nou grâce à un pilier qui... Exactement. C'est pour ça que je le dis. Et il re-rentre sur la mêlée, je l'ai encore en tête, cette image. Je me dis, là, exactement. Et pourtant, il est cuit. Mais bon, il faut qu'il fasse une mêlée. Et cette mêlée, elle nous fait gagner le match. Mais à l'inverse, si on a que des Yannick Nyanga sur un terrain, est-ce que l'équipe, elle performe? Non, elle performera pas. Et c'est ça, et c'est ce que je trouve qui est beau, en fait. Et donc, du coup, ce que moi, tu parlais de mon leadership, moi, c'est un peu égoïste, mais j'ai besoin pour me sentir bien, je suis un empathique, donc j'ai besoin pour me sentir bien de sentir qu'autour de moi, le groupe se sent bien. Et si le groupe se sent bien, moi, je suis bien, et donc, du coup, c'est quelque chose qui va créer un cercle vertueux. Et donc j'ai toujours eu cette appétence-là pour lier les gens les uns aux autres, parce qu'ensemble on est toujours plus fort que si on est seul, en fait. Et donc voilà, dans les groupes, j'aimais bien que tout aille bien, que tout se lie bien, tout se passe bien, et pour qu'après, quand on aille sur le terrain, ce soit plus facile. T'as toujours eu ce rôle de faire en sorte de l'amener une joie de vivre, une énergie, un sourire, un rire, une blague, tout ce que tu veux, une conversation. Un débat. Ouais, il faut être à Marcoussis à dîner et entendre, je sais pas moi, Ibrahimovic va avoir le ballon d'or. Oh là, tu récupères 3 jours plus tard avec des stats à côté, le pourquoi du comment, etc. Mais il y a un truc qui se retrouve vraiment dans la start-up qui a des ambitions internationales, et le rugby international, ou en tout cas professionnel, c'est aussi des mélanges de cultures extrêmement différentes. Dans le rugby, on parlait de Benta Mifuna qui vient des îles Tonga, c'est quand même pas les mêmes cultures qu'en Europe. On a des Georgiens, des Japonais, des Néo-Zélandais, des Australiens, des îles Pacifiques, mais comme des Argentins, des Écossais, des Irlandais. Bref. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu faisais pour faire en sorte d'unir au service d'une performance collective des cultures tellement différentes dans toutes les organisations dans lesquelles tu as pu jouer?
Ben, je pense il y a un truc qui est primordial, c'est d'aller vers l'autre déjà. Apprendre à connaître quelqu'un. Donc avant d'essayer de lier, c'est de comprendre qui est la personne, qui est l'interlocuteur en fait, et qui est mon coéquipier. Et donc ben, pour ça, c'est autour d'un café, autour d'une bière, autour d'un repas quand c'est le cas. Salut, comment tu vas, d'où tu viens, voilà, et essayer de savoir qui est la personne là. Et, et, euh, et quand une personne se montre, bon, en général, on se montre sous notre meilleur jour, mais en tout cas, on a tous des valeurs qui nous sont chères. Et c'est de trouver ce point commun un peu qu'on peut tous avoir autour de certaines valeurs qui font qu'ensuite, ben, une fois que je sais ce qui anime Benjamin, je sais ce qui anime Dimitri, je sais ce qui anime Roupeni, qui vient des Fidji, Dan qui vient de Nouvelle-Zélande, Bernard qui vient d'Afrique du Sud, ben, on peut se retrouver autour de quelque chose qu'on a en commun en fait, qui caractérise notre sport ou qui nous caractérise nous individuellement, mais qui peut nous caractériser aussi en tant qu'équipe. Et donc je pense que il y a vraiment cette volonté d'aller vers l'autre en fait. La première des choses, c'est comprendre qui est mon coéquipier en fait. Je peux pas jouer avec un mec que je connais pas. Alors je dis pas que je connaissais tous de mes coéquipiers, mais en tout cas j'avais partagé quelque chose en fait. L'idée c'est de partager quelque chose. Et puis chacun a envie de partager ce qu'il a envie. Il y en a qui ont envie de parler de leur famille, de ce qui les anime, de choses très personnelles. Il y en a d'autres qui vont parler de choses assez superficielles, mais on arrive toujours à se retrouver au milieu de quelque chose qu'on a en commun, et autour de cette chose qu'on a en commun, ben, on est capable de faire des grandes choses. Est-ce que tu n'as pas l'impression, surtout qu'avec les années, avec le nombre d'interactions que tu as pu multiplier, tu deviens meilleur aussi? Ouais, C'est complètement. comme le feedback, on parle du feedback, c'est génial, mais il faut s'entraîner à donner du feedback, c'est pas juste de Exactement, recevoir. c'est ça. Et ça, pour ça, c'est des heures de vol. Exactement. C'est un nombre incroyable, c'est une avalanche de feedback que tu dois faire en fonction des personnes. Tu as parlé d'empathie. Il faut réussir à lire les personnes, à écouter les messages qui sont derrière les mots, à savoir lire l'expression visuelle d'une personne. Enfin, tu vois, il y a tout le body language, comme ils disent les Anglais, etc. Tu as vraiment toute une technique. Donc, est-ce que tu as l'impression, toi, de t'être amélioré entre le début de ta carrière et la fin de ta carrière sur ta capacité à lire les autres, à engager les autres, tu disais, à créer des connexions? Bien sûr. Donc, c'est vraiment ça. Juste pour la petite anecdote, tu me faisais, parce qu'on se connaît depuis les moins de 21, donc j'ai vu un peu ta trajectoire. Je t'ai aussi vu apprendre des langues. Exactement, c'est ça. Ouais. Et tu me faisais rire c'est ce quand que tu voyais dire. connecté à parler espagnol avec les uns et les autres. Ouais. Et ça, c'était pas inné. Ouais. Moi, j'ai toujours parlé ces langues-là. Mais toi, c'était un peu sur le chemin. Ben exactement. En multipliant ces heures de vol, de feedback et de connexion, ben toi-même, tu deviens meilleur pour le faire. Ben j'allais commencer par ça, en fait. C'était que, déjà, la première des choses, ça a été d'apprendre ces langues-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir grandi à Agde, c'est une station balnéaire. Donc, j'ai toujours vu les Anglais, les Hollandais, les Allemands venir en vacances chez moi. On passait de 20 000, 30 000 habitants l'hiver à 300 000 l'été. Et donc, j'ai toujours eu quand même cette appétence pour apprendre les langues. Je me suis dit, ça peut servir. Parce que je voyais, la diversité venir vers moi, en fait. Le fait d'avoir grandi aussi, de venir de Kinshasa, ouais. J'entendais mes parents parler une autre langue à la maison que ce que j'entendais en dehors. Donc déjà, cette dualité, j'entends le lingala, à la maison entre eux. Et toi, ils te parlaient quoi? Ils me parlaient en français, mais je les entendais parler en lingala. Mais même tous mes oncles, tantes, cousins, cousines, il y en avait beaucoup qui parlaient lingala. Donc à la maison, c'était entre guillemets, c'était un peu l'Afrique. Et le Congo, et en dehors c'était la France entre guillemets. Et donc du coup ça m'a donné une appétence en fait pour ça, pour les langues, pour aller vers l'autre. Et puis comme j'essayais d'apprendre peut-être un peu plus que les autres, on m'a vite catalogué comme celui qui parlait anglais, alors qu'à la base je le parlais pas, tu sais très bien, pas aussi bien que toi au début. Et donc mais t'apprends vite. Voilà, j'ai appris, et puis surtout, je me suis rendu compte que quand tu parles une langue, la langue, elle dit beaucoup sur la mentalité des personnes, parce que pour un Anglais, il va pas exprimer la même chose. Enfin, pour exprimer la même chose, il va pas le dire de la même manière qu'un Français, qu'un Espagnol, qu'un Italien. Et donc, du coup, de parler cette langue-là, tu comprends en fait la mentalité. Et du coup, tu comprends ton interlocuteur. Exactement. Dans une traduction qui est exactement. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que le peu que je savais, ça m'amenait beaucoup. J'ai eu envie d'en apprendre encore plus. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est clair que je suis plus la même personne que je l'étais avant. Et ça me donne surtout envie d'aller encore plus loin là-dedans, quoi. Et quand tu disais créer des connexions, est-ce que tu es d'accord avec la conclusion que
J'ai l'impression que toi, dans ton rôle, tu faisais beaucoup le premier pas. Ouais. Celui qui devait accueillir les nouveaux dans un groupe. Ouais. Tu montrais que tu as les jeunes, les plus vieux, les étrangers, tout ce que tu veux. Mais par contre, tu attends quand même, tu as dit, apprendre la langue des autres. Mais je pense que tu étais de ceux qui disaient que pour que celui qui arrive d'une culture différente, qui a peut-être lui peut-être ne parle pas français du tout, que toi, en retour, tu attendais un effort aussi de l'autre. Ouais. Qu'il te rende ce premier pas que tu as fait. Ça peut être chanter une chanson rigolote, ça peut être montrer, c'est essayer de parler français, c'est vous connecter sur un truc, c'est parler foot avec un, peu importe ce que c'est, mais tu fais ce premier pas en attendant que l'autre finalement te le rende, quoi. Je sais pas si c'est en attendant. En espérant. Même pas. Moi, je pense que c'est assez naturel, en fait. En fait, c'est justement ça la clé. La clé, c'est de donner sans forcément. Moi, je connais très peu de personnes qui si je te pose la question sur toi et j'essaie d'en apprendre sur toi, sur ta famille, sur tout ce que tu veux, sur ton travail, sur plein de choses, au bout d'un moment, tu vas forcément me renvoyer la question. Et toi, t'es marié, t'as des enfants, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est assez naturel. Donc, chercher ça, pour moi, je sais pas si c'est naturel. Par contre, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Je parle dans la relation individuelle, dans la relation à l'autre. Par contre, après, nous, on avait nos rites, entre guillemets, d'équipe. Et là, quand tu veux faire partie d'une équipe, cette équipe-là, elle a des valeurs, elle a des rites, elle a des. T'as un exemple d'un rite? Je sais pas, non, ça part de la chanson, comme tu disais, pour rentrer, parce que chanter une chanson devant tes coéquipiers, c'est malaisant, c'est un peu une manière de te mettre un peu à nu devant tout le monde. Si tu sais pas chanter, si t'es timide, il y en a qui y arrivaient très bien. Nous, on faisait des sketchs, je sais pas si tu te souviens, quand on faisait des sketchs pour la première sélection, inventer un sketch, et sachant que ce sketch devait être validé par les anciens du groupe, ça, c'est un rite. Donc, moi, je trahis pas de secret, mais tu te souviens, Teddy Thomas qui était repassé, t'étais là quand on avait fait ça à Marseille. Il était passé au moins 2 ou 3 fois parce qu'il avait pas fait d'effort de réflexion. Et il y en avait qui avaient été très nuls aussi. Mais par contre, ils avaient fait l'effort de vouloir s'intégrer au groupe. Et là, c'était complètement différent. Et donc, je pense que c'est vraiment 2 choses qui sont différentes. Le rapport individuel que tu peux avoir et que moi, toutes les amitiés que j'ai créées grâce au rugby et à travers le rugby. Et là, moi, je suis toujours allé vers les gens et sans vraiment attendre quelque chose en retour. Par contre, après, il y a qu'est-ce que tu fais pour intégrer un groupe. Et quand tu as un groupe qui est fort, il faut donner envie, par notre identité, par nos valeurs, il faut donner envie aux autres de vouloir intégrer ce groupe-là. Et pour intégrer ce groupe-là, il faut montrer des choses sur le terrain, il faut montrer des valeurs en dehors du terrain qui font qu'au bout d'un moment, tu es accepté par le groupe. Les États-Unis n'ont pas le même rapport à l'argent que nous, mais tu as les rookies de NFL qui débarquent en disant bonjour, je m'appelle un tel, et signing bonus. C'est ça. Alors, explosion de joie, plus les chiffres sont gros, tant mieux pour toi, j'espère que tu as pris un maximum. Mais c'est une façon de donner au groupe, s'ouvrir un petit peu. Pat Lam, l'entraîneur de Bristol Bears au rugby, avec qui j'ai eu la chance, qui a été mon entraîneur des Barbarians pendant une semaine, c'était bonjour, je m'appelle Benjamin, et tu devais dire quel nom utilisait ta maman pour te gronder. D'accord. Donc tu sais, c'était mignon, on a Yann, Lagnan, etc. Tout le monde a des surnoms, et quand le prénom, ou en tout cas le nom, le terme qu'utilisait ta maman pour te gronder, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Tu peux tomber sur des anecdotes assez délicieuses, mais encore une fois, c'est une façon de s'ouvrir à se donner. Complètement. Donc des rites et des rituels, ça, il y en a plein. Et quand tout le monde fonctionne bien, quand le groupe est intégré, quand on extrait la différence d'un Rupeni Stathon-Ibuka fidjien, qu'on lui demande pas d'être comme toi, d'être comme moi, mais qu'il amène sa différence, on peut arriver à des grandes choses. Ouais. Si tu devais prendre 10 secondes pour réfléchir sur quels sont tes plus beaux moments de carrière rugbystique, sachant que tu as encore plein d'autres moments à vivre après, qui seront différents, mais qui seront à mon avis tout aussi intenses. Si tu en as 1, 2, 3, quels sont-ils et pourquoi? Tes plus grandes victoires? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de moments parce qu'en fait, ils sont tous différents. Et je trouve que ce qui est beau, c'est qu'il n'y en a pas un qui se ressemble. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup gagner. Il n'y en a pas un qui ressemble. L'équipe de France, le tournoi destination, c'est 2006. Je viens d'arriver au Stade Toulousain. Ma première saison, on gagne le tournoi. Je joue pratiquement tous les matchs. Où je joue tous les matchs sans sortir, je crois. Et donc c'est une satisfaction individuelle. T'es sélectionné, t'es titulaire à tous les matchs. J'ai 21 ans ou 22 ans. Je me souviens, ta première sélection, on était en tournée avec les moins de 21. Et je pars, j'avais 20 ans. C'est ça. Alors 2004. Qu'on allait jouer notre premier match. C'est ça. Et donc du coup,
ça, c'est des trucs un petit peu plus individuels. Mon premier titre, premier bouclier de Brennus avec le Stade Toulousain. Moi, le Stade Toulousain, c'était le club de mes rêves. J'avais vu le Stade Toulousain gagner 94, 95, 96 le doublé, 97, 99. Je voyais le Stade Toulousain tout le temps. Moi, je voulais jouer là-bas, quoi. J'adorais leurs maillots, les couleurs rouge et noir. J'étais dans le club de mes rêves. Et quand j'arrive là-bas, t'arrives dans un truc qui est immense. Tu te dis, bah, j'espère qu'on va pas se mettre à perdre maintenant que je suis là, quoi, tu vois. Et quand tu gagnes le premier titre, je me souviens de 2008, même si je joue pas la finale parce que je suis blessé, je vois mon père qui me prend dans les bras en larmes. Ça, c'est des moments énormes, tu vois. J'ai eu 4 titres derrière avec le Stade Toulousain. C'est tous aussi beaux les uns que les autres parce que tu les vis de manière différente avec des mecs. C'est des aventures humaines, en fait. Plus que des titres, c'est des aventures humaines. Et après, le dernier titre avec le Racing 92 2016 à Barcelone avec Dimitri qui est un de mes meilleurs amis. Enfin, je veux dire, c'est ouf. Je viens pour le rejoindre dès la première année. On arrive dans un club qui performe depuis un moment, mais qui manque quelque chose pour passer la dernière marche. Et dès la première année, on fait finale de Coupe d'Europe, on perd de 3-4 points contre les Saracens, et on fait finale de championnat et on gagne. Dans une équipe, Chris Mazoé, Dan Carter, Djorogo Soko, Mike Phillips, Dimitri Zarzeski, Manu Karidza, Rouanimov. Tu prenais le troisième joueur au poste, c'était. C'est un match pour l'histoire. Voilà. C'est la seule finale, je pense, de l'histoire qui sera jouée au Camp Nou. Ouais, c'est ça. Devant 100 000 personnes. On prenait un carton rouge au bout de 20 minutes. C'est ça, on perd 14-3, et puis finalement on revient petit à petit. Quand tu parles de résilience, on lâche rien, on sait pas pourquoi on le fait, on sait pas comment on le fait, mais on le fait, et puis et petit à petit, et puis on revient à 14-12 à la mi-temps. Et là on se dit, si on marque si on marque les premiers, c'est pour nous. Et puis on marque les premiers, et voilà, et puis c'est parti. Enfin, donc garder un souvenir là-dedans, c'est très dur. Parce que ce sont des aventures humaines avant tout, en fait. Je sais pas si je sais pas, et toi t'es bien placé pour le dire, je sais pas si quand tu penses à un joueur, si tu te souviens d'un truc, c'est le titre avec les titres que tu as gagnés avec lui. Je pense que tu te souviens plutôt de comment il était. Il y a des moments particuliers, mais je sais pas si ces moments-là, c'est au moment du titre, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu te souviens de quelques mots, tu te souviens de connexion. Tu te souviens de... Tu sais, ce que j'ai toujours aimé chez certains joueurs, c'est ceux qui voient quelque chose que les autres ne voient pas. Ouais. Je sais pas si je t'avais raconté cette anecdote, mais tu sais l'histoire de Millau, là, quand on s'était fait attaquer bien sûr. avec Clermont, là, bref, une histoire pas très rigolote, mais le lendemain, après une bagarre avec des couteaux, des coupes-coupes et tout, j'en menais pas large et on sort de l'hôpital. Et moi, j'avais une relation avec Aurélien Rougerie, le capitaine emblématique de Clermont, qui était bonne, mais on n'était pas proches. On s'entendait bien, on n'était pas proches. Il y avait peut-être un peu de concurrence sur le leadership, je sais pas. Et la fois où il m'a le plus touché, le plus marqué, le plus aidé, c'est que le lendemain matin, tu sais, j'ai le doigt cassé. Je sais pas si je te racontais cette histoire, mais je peux plus mettre mon alliance. Et j'avais une alliance qui se clipsait en fait dessus. Ouais. Et le lendemain matin, après la bagarre, après mon pote Julien Pierre, notre ami Julien Pierre, qui est malheureusement été encore à l'hôpital, après ce traumatisme de cette bagarre horrible, qui aurait pu très très mal tourner, je me rends compte qu'en plus j'ai paumé mon alliance. J'ai dit putain, vraiment, soirée de merde, et ça continue. Et là, Roro, il vient me voir le lendemain, et puis il me dit ça va? Je dis ouais, en plus j'ai perdu mon alliance. Il me dit viens, on va essayer de la chercher. Et l'idée, en fait, de sortir de l'hôtel et de retourner à l'endroit où il y avait eu la bagarre, ça me disait moyen, tu vois. On était à Millau, il faisait beau, il n'y avait personne dans les rues, il n'y avait absolument aucun risque. Mais l'idée un petit peu de remarcher et d'y aller, ça me disait moyen. Et il m'a juste attrapé, il m'a pas dit un mot. Il m'a juste attrapé, il m'a levé de la chaise, et on a marché jusqu'à l'endroit où il y avait eu la bagarre. Il y avait encore une tache de sang au sol, enfin tu vois, c'était émotionnellement assez bizarre. On a cherché mon alliance qu'on n'a jamais retrouvée, évidemment. Mais au final, on n'a pas dit un mot, le temps d'y aller. Et là-bas, il a craqué 1-2 blagues, on s'est mis à rire, on a discuté de rien, on a bu un petit coca et on est rentré. Et franchement, il m'a fait passer le stress du traumatisme en 10 minutes de temps, parce qu'il avait senti que j'étais dans le mal. Et il avait eu cette sensibilité et ce truc tout à fait particulier du leadership, que c'est une main tendue. Donc moi, je me souviens de main tendue. Je me souviens de petits compliments. Tu sais, quand il y a un match en particulier, tu dis, là, je suis vraiment fier de ma perf. Ça m'avait fait quelque chose. Je crois que je te l'ai jamais dit. En équipe de France, j'ai toujours été un petit peu en dents de scie et jamais vraiment titulaire. Et j'avais fait un super match, mais on manque de gagner. La tournée en Nouvelle-Zélande en 2013. Et le troisième match, on n'est pas très loin de m'en faire. Et je fais un bon match, j'étais content. Et quand je sors à la 72e, on est devant.
où on est à un point. Ouais. Et je m'assois sur le banc, et tu t'es tourné, et je crois que tu m'avais mis une tape en disant, Ouais. franchement, tu avais fait un bon match. Et ça m'avait fait trop plaisir, parce que c'était le meilleur match que j'ai jamais joué pour l'équipe de France. Et toi, tu l'avais vu tout de suite, et ça m'avait beaucoup touché. Que tu me fasses un compliment, mais pour ce match-là, tu vois. Mais je pense que c'est important. Et on néglige tellement ça, en fait. On néglige tellement la puissance d'une bonne parole, d'un truc. Et ça coûte rien. En plus, c'est vrai, on l'a vu. Donc, moi, je suis plutôt comme ça. Quand je vois quelque chose, et notamment quand c'est positif, je le dis. Quand c'est négatif, bon, évidemment, on va essayer de... aussi, quand même. Ouais, je le dis. Oui, mais bon, je le dirais différemment, on va dire. Parce qu'il faut que ce soit toujours tourné vers l'augmentation, en fait. Moi, ce que je pense, c'est qu'en tant que coach, en tant que coéquipier, en tant que un bon coéquipier, c'est un mec qui aide son équipe, qui permet à son équipe de grandir. Un bon coach, c'est quelqu'un qui permet à son équipe de grandir, aux individus qui composent cette équipe grandir. Et c'est comme ça que je voyais mon rôle. Donc je dis pas que c'est grâce à moi qu'ils grandissent, mais je dis que si j'ai 1%, 2%, 3% d'impact, si chacun joue à fond, c'est 1 ou 2%. Ben c'est 1 ou 2%, ils se transforment en 10, en 15, en 20, en 30, et puis 30% de plus ou 30% de moins, ça fait une énorme différence, quoi, à la fin. Demande aux gens qui sont dans la finance s'ils veulent pas des rendements à 30%. Si, 30%, c'est pas mal. Mais je voudrais parler de deux trucs là. On va parler du rôle de l'institution. Ouais. Tu as mentionné un peu la grandeur du Stade Toulousain. Tu débarques dans un club dans lequel tu regardais des matchs en 96. Bah, ça me parle, mais je voudrais juste mettre ça au garage pour une seconde et revenir sur une des phrases. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce fameux match Camp Nou, finale de championnat 2016, Racing contre le Toulon. Le demi-mêlée du Racing, Max Machno, se fait exclure au bout de 20 minutes, carton rouge, plaquage cathédrale. Le match est très dur, que vous finissez par gagner. Et donc vous étiez derrière, vous étiez mené à la mi-temps, pensant vous faire rouler dessus, parce qu'un joueur de moins au rugby, c'est quand même important. Tu as prononcé cette phrase, on a décidé de ne pas lâcher, on a dit que si on marque une fois, ça va le faire. Et ça, parle-nous de ces techniques pour ne pas lâcher, parle-nous de ces petits mots. Est-ce que c'est purement, je ne sais pas si on dit psychosomatique, mais est-ce que c'est purement dans ta tête de se dire, si on marque, ça va gagner, parce que tu n'as aucune assurance de dire, on va gagner. Mais tu as ce feeling de le vent est en train de tourner. Tu sais, l'orage a passé, c'est notre moment. En fait, on le dit. Je pense que c'est tout un process en fait qui nous amène à cet état d'esprit-là. Déjà, on avait une très bonne équipe, mais on rentre d'une tournée à Hong Kong, une tournée amicale promotionnelle pour les partenaires à Hong Kong, et on avait vraiment pas mal bringué, mais on va dire socialisé entre nous et Team bonding. Voilà, team bonding, exactement. Et on était vraiment dans une dynamique qui était exceptionnelle. Je pense qu'on a gagné pratiquement tous les matchs qu'on a joués, hormis ceux qui étaient juste avant un quart de finale de Champions Cup. Donc l'équipe tournait et puis on allait jouer à l'extérieur, on perdait peut-être ce match-là. Mais tous les matchs qu'on avait décidé de gagner, à part la finale de Coupe d'Europe contre les Saracens, on avait tout gagné. Et à partir de la finale de Coupe d'Europe, je crois qu'on a gagné tous les matchs jusqu'au bout. Et Dan Carter était venu avec ce truc qu'il avait aidé All Black, parce qu'il était tout juste champion du monde, double champion du monde, mais c'était la première coupe qu'il avait vraiment joué de A à Z. Et il avait une énorme influence là-dessus. Et donc, il avait créé un groupe de leaders sur lesquels on parlait à chaque fois de la vie de l'équipe, qu'est-ce qui était important pour la vie de l'équipe, et on a abordé tous les problèmes ou les bonnes choses à garder par rapport à la semaine. Ok, qu'est-ce qui avait été bon dans la semaine dernière, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'il faut rajouter, et ainsi de suite. Et il y avait un deuxième truc qu'il avait envisagé, qu'il avait abordé, c'était un scénario what if. Ça, ils font ça chez voilà, exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe si, voilà, qu'est-ce qui se passe si. Qu'est-ce qui se passe si on prend un carton rouge? Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Et donc, à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans un match, c'était une expérience de plus pour le prochain match. Ok, la dernière fois, il s'est passé ça. What if? Qu'est-ce qu'on fait si il se passe ça à nouveau? Ok, s'il se passe ça à nouveau, ben lui... Envisager le pire. Exactement. Ou se remémorer que le pire peut arriver. Exactement. Et si on prend une interception au bout d'une minute, si on prend un carton rouge, s'il y a 3 blessés à l'échauffement... Enfin, voilà. Et donc, en fait, le fait d'être toujours dans cette recherche de solutions, mais quand il y a le carton rouge, on est sous les poteaux,
Au début, c'est une pénalité. Donc, ils mettent 3 points. Et comme c'est une pénalité, on est tous écartés. Et en fait, je pense que ce qui met le déclic, c'est qu'on prend une pénalité, 2 pénalités, et derrière, on prend un essai. Et quand on prend cet essai-là, en fait, on peut Vous n'avez pas eu le moment pour vous pour nous ouais. Et donc là, on se regroupe sous les poteaux. Et là, il y a Dan qui parle, je crois, ou qui dit, bon, là, maintenant, on se concentre que sur l'action d'après. Donc on s'en fout, voilà, on regarde pas le score, on regarde un truc et tout, et on se concentre à fond que sur l'action d'après. Et là, on part et on joue l'action d'après comme si c'était la dernière action du match. Et petit à petit, ben, on gagne. Bon, il y a un énorme Eddie Benaros aussi qui nous récupère, je crois peut-être 4 ballons grattés sur les 20 dernières minutes. Mais on a cette mentalité-là de pas réfléchir en fait au score et de juste d'y aller, quoi, d'y aller, et d'aller à fond. Et en fait, ben, la dernière pénalité juste avant la mi-temps, 14-12, et en fait, on devait prendre une raclée, et en fait, on est à 2 points juste avant la mi-temps. Et là, on rentre dans le truc. Max Machno en pleure parce qu'il a l'impression d'avoir fait perdre l'équipe. Donc tout le monde vient, ça nous donne une motivation de plus pour pouvoir y aller. Puis les coachs parlent et tout, et puis ça commence à parler. Puis on sent une énergie, mais on était censé en prendre un truc, et il y en a 2. Je pense que si on marque là, ils vont douter, ils vont paniquer, et donc en fait, ça vient un peu naturellement. Effectivement, comme tu dis, c'est un peu faux peut-être, ou je sais pas si c'est vrai. Et l'anecdote, c'est qu'on marque sur une pénalité sur mêlée, et c'est moi qui fais en avant. Donc là, on est à fond en train de se dire qu'il faut absolument qu'on marque et tout ça. Et on me fait la passe, et je fais en avant à 50 mètres de la ligne. T'avais encore peur du ballon. Et ouais, exactement. Et je fais en avant, et là, je m'en veux parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir. Et je vais voir Ben Tamifuna, et je lui dis, Ben, là, j'ai besoin de toi, il faut que tu. J'ai déconné, j'ai fait en avant. Et il dit, don't worry, I got you. Donc, t'inquiète pas, je suis là. Il me dit, juste avant la mêlée, il me dit, t'inquiète pas, je suis là. Et d'une sérénité. Et moi, en plus, je pousse derrière lui en tant que troisième miniel. Et là, on tape fort sur la mêlée, et il tape très très fort. Je sais plus qui c'était, je crois que c'était Xavier Tchoki qui va au sol. Et pénalité pour nous, et on prend la pénalité, on tape les 3 points, et je saute dans les bras, tu vois, parce que vraiment, il me sauve. Et puis, donc, au final, c'est en avant. Je me suis dit que ça nous a servi pour passer devant. Mais c'est pour te dire le collectif, en fait, la force du collectif. Tu vois, ça veut dire que moi, je fais une énorme boulette, et t'as l'impression que, tu vois, on était tous dans un truc, et j'avais l'impression d'avoir trahi l'équipe en faisant cet en avant-là, tu vois, parce que ça se joue à rien, en fait. Et en fait, ben non, il me dit, non, t'inquiète, je suis là. Et ça, c'est des trucs, ça te lie à vie, en fait. Tu vois, moi, chaque fois que je vois Ben, je pense à ça. Tu sais que dans les moments durs, il est là. Ouais. Après, alors là, je reviens sur ce que tu disais il y a quelques minutes. Ben Tamefuna, dis-moi si je me trompe, mais c'est quelqu'un, j'en suis sûr, c'est quelqu'un vers qui tu as fait le premier pas, avec qui tu as échangé, bon en plus il est hyper sympathique, mais que tu as amené vers le groupe. Tu sais, quand je te disais, tu fais ce premier pas en espérant qu'il fasse le pas d'après, tu as aussi semé toutes ces graines de ces micro-connexions. Ce I got you, il vient peut-être dire, je me souviens aussi que toi tu m'as tendu la main moult fois, tu m'as aidé, tu m'as fait connecter, tu t'es intéressé à moi, tu as montré de l'empathie, tu as semé la graine en premier. Le retour, je vais te le donner là sur cette mêlée. Donc il n'y a jamais de hasard. Tu vois, j'adore cette phrase, je crois que c'est Vince Lombardi qui dit ce que vous appelez la chance, j'appelle une préparation qui rencontre opportunité. Ce que tu viens de dire sur le What If Session de Dan Carter, c'est vraiment ça. Ce que moi j'appelle, ils ont bien géré le carton rouge. Oh, toi tu l'appelles, ça fait 6 mois que tous les lundis, on regarde tous les scénarios noirs pour que quand ça arrive, bah oui, évidemment, on est déçu, on est traumatisé et tout, mais bon, on se regroupe et on va se concentrer sur l'action d'après. Exactement. Parce que tu t'es confortable dans l'inconfortable. Exactement. Et donc ça, je trouve ça marrant de se dire que quand tu arrives à regarder l'envers du décor, ben finalement, la part chance, elle se transforme en réussite. Mais la réussite, elle se travaille, elle se provoque, ah bah oui, elle se complètement, pousse. complètement. Ça tombe pas du ciel, quoi. Ah ben il y a rien qui tombe du ciel. Moi, je crois pas du tout au hasard, au sens chance, quoi. Ça se provoque, c'est quelque chose qui se provoque. Si tu restes assis sur ton canapé ici, il ne t'arrivera jamais rien. Même le mec qui gagne au loto, il se lève, il faut qu'il parte au bureau de tabac, il faut qu'il achète un ticket, il faut qu'il le joue, il faut qu'il le garde, il faut qu'il le range au bon endroit, et qu'il soit... Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui arrive sans rien, quoi. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Ça, c'est une certitude. Bon, j'aimerais qu'on parle de...
as posté un truc sur les réseaux et je l'ai reposté direct parce que ça m'a beaucoup parlé, d'une citation de Tom Brady qui parlait de sa déception de voir des nouveaux joueurs apprendre un playbook, donc un carnet de jeu, un carnet de stratégie de jeu, des phases de jeu quand ils rejoignent une nouvelle organisation, plutôt que d'apprendre un culture book, et finalement un franchise culture book, je crois qu'il a dit, d'apprendre à savoir comment l'organisation vit. Qu'est-ce que l'organisation, qu'est-ce que l'institution, ce qu'elle représente, comment est-ce qu'on se comporte quand lui joue pour les New England Patriots ou quand toi tu joues au Stade Toulousain. Donc est-ce que tu pourrais me reparler de cette force de l'institution? C'est quoi la culture d'un club? C'est quoi comment est-ce qu'on la construit? Comment est-ce que ça se ressent? Et en quoi c'est utile? Mais moi je pense que c'est primordial parce que je pars du principe, en fait, c'est pas moi qui pars de ce principe parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, mais en tout cas, je le partage. En tout cas, ouais. Je partage le principe que ce sont les êtres humains, les personnes qui font gagner des titres, et ces personnes-là, elles doivent être mises dans un contexte qui fait qu'elles vont pouvoir exprimer ça. Et pour pouvoir exprimer ça, et pour pouvoir être mis dans ce contexte-là, il faut avoir une idée claire, en fait, de qui on est. Quand on est les New England Patriots, quand on est le Real Madrid, quand on est le Stade Toulousain, il faut avoir une idée claire. Quand on est les All Blacks, il faut avoir une idée claire de qui on est et de ce qu'on veut véhiculer. Parce que gagner, c'est pas gagner, c'est toujours un exploit, quel qu'il soit. Et moi, j'avais fait mon mémoire là-dessus quand j'avais passé mon diplôme de manager général. J'étais parti du principe, j'avais pris toutes les organisations les plus successful du sport. J'avais pris les All Blacks, j'avais pris le Real Madrid, par exemple. Le Real Madrid, 71 ans d'histoire de la Ligue des Champions. C'est l'épouvantail de la Ligue des Champions. Il l'a gagné 15 fois. Ouais. Ça veut dire que 55 fois, le Real Madrid, à chaque fois qu'on pense qui est vainqueur de la Ligue des Champions, on pense en premier au Real Madrid. Ils ont gagné les premières, ils en ont gagné plein d'affilés, puis après, il y a eu des moments de creux, des retours. Mais aujourd'hui, ils ont 15 titres. Ils sont 2 fois plus que le deuxième, qui je crois est le Milan AC de mémoire, je sais plus, ou le Barça, ou le Bayern, pardon, voilà. Et ils sont ultra dominateurs, mais ils n'ont gagné que 15 fois la Ligue des Champions. Les All Blacks, chaque année, chaque Coupe du Monde, ils sont favoris. Ils ont 3 titres. Il y a eu, je sais pas, une quinzaine d'éditions, entre 12 et... Donc ça veut dire que 15 éditions, 3 titres, 12 fois ils ont été favoris, 12 fois ils sont passés à la trappe. Donc gagner, c'est un exploit. C'est jamais anodin de gagner. Et on a tendance à oublier ça, en fait. On a tendance à penser que parce qu'on est le Real Madrid, c'est normal, on gagne. Parce qu'on est le Stade Toulousain, on gagne. Parce qu'on est les All Blacks, on gagne. Et ça, c'est pas ça. Donc, si tu fais si tu crées ton club, ton identité, tes valeurs autour de la gagne, mais tu seras forcément déçu. Parce qu'il y a personne, en fait, qui gagne. Même je disais, je sais plus qui c'est qui disait ça, même un buteur, le meilleur buteur du monde, il n'est pas à 100%. Il est à 90%. Donc cette part de perfection, de certitude, elle n'existe pas. On ne peut pas avoir de certitude dans le sport. On peut avoir des convictions, on peut être convaincu qu'en faisant ça nous permettra de gagner, mais on ne peut pas avoir de certitude. Et donc si ce n'est pas la gagne absolue sur laquelle tu construis ta culture, c'est sur quoi là? Mais c'est sur autre chose, c'est sur des valeurs, c'est sur le jeu, par exemple, pour le Stade Toulousain, qui ont changé leur motto depuis ces derniers ans, qui disent que jouer nous fera toujours grandir. Donc eux, leur truc, c'est le jeu. Le Real Madrid, c'est sur être le plus grand club du monde. Donc le plus grand club du monde, c'est véhiculer tout. Ce n'est pas que la gagne, c'est d'avoir le plus beau stade, c'est d'avoir les meilleurs joueurs, d'avoir de la diversité dans leur équipe. Au Real Madrid, il n'y a pas de joueur qui est bankrupt, comme on dit, comme dans beaucoup de sports, en fait. Parce que quand tu signes au Real Madrid, tu as toute une organisation qui est mise en place pour que, normalement, tu aies une rente à vie qui soit là. Et donc, du coup, c'est en ça que c'est un grand club. C'est un grand club parce que même ceux qui sont allés je me souviens du Real des Galactiques qui était censé marcher sur tout le monde et qui a jamais gagné. Figo, Zidane, Beckham. Enfin, Zidane, il a gagné, mais je parle quand il y a eu l'ère galactique, c'était. Ils n'ont pas gagné automatiquement. Ils ont pas de façon automatique. L'ère galactique n'a pas gagné. Après, Zidane est resté après cette ère galactique, ou je crois qu'il est arrivé après, je sais plus. Mais en tout cas, l'ère galactique n'a pas forcément gagné. Et donc, c'est pour ça que je te dis que tu dois mettre ton focus sur autre chose
le simple fait de gagner. Et c'est sur une identité, des valeurs, un jeu qui, s'il est pratiqué du mieux possible, éventuellement te permettra de gagner. Et ça, je pense que c'est l'écueil que certains clubs peuvent faire de vouloir gagner, parce qu'en plus, ils veulent gagner vite. Et en fait, tu peux pas gagner vite. C'est pas possible, ça. Donc c'est qu'est-ce que tu mets en place pour gagner? Qu'est-ce que tu veux représenter? Mais déjà, je pense qu'il y a un truc qui est puissant, c'est quand, à l'extérieur du club, ta culture arrive à être reconnue, ou en tout cas ta différenciation arrive à être reconnue par les autres, là, c'est que tu as trouvé quelque chose d'extraordinaire. J'entendais Thibaut Flamand qui disait un entraînement au London Wasp où quelqu'un a essayé de faire une passe un peu dégueulasse, l'a fait tomber. Et tu as Dai Young, l'ancien entraîneur, le gallois, le pied droit gallois, qui leur dit on n'est pas à Toulouse ici. Ouais. C'est comme Googleiser, c'est presque devenu un terme. Tu vois, le jouer à la main, alors que peut-être que cette année-là, le Stade Toulousain jouait beaucoup moins que d'autres. Tout le monde pensait que les All Blacks jouaient beaucoup plus que les autres. C'était l'équipe qui utilisait le plus le jeu au pied de tout le circuit mondial. Donc il y a une certaine assimilation. Le Real Madrid, même s'il perd une année, ce sera le plus grand club du monde, etc. Et donc je pense que quand ça dépasse tes frontières, à l'extérieur du club, qu'on arrive à reconnaître ton identité, bah là c'est que ta culture elle est incarnée quelque part. T'as réussi ce que tu voulais faire. Mais exactement, mais c'est exactement ça. Et je pense que aujourd'hui c'est là-dessus que les clubs, en tout cas moi, ce que je pense, doivent travailler. C'est-à-dire que aujourd'hui je suis un club. Ouais. Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je représente en termes d'identité en dehors, sur mon territoire? Comment je m'ancre dans mon territoire? Qu'est-ce qui fait que les gens le week-end vont venir au stade pour venir nous voir? En termes d'identité et en termes de jeu. Voilà, on est quoi quand je suis dans le sud de la France, dans le sud-ouest, dans le sud-est, dans le nord de la France, en Bretagne, c'est quoi être breton aujourd'hui? C'est quoi être toulousain? C'est quoi être montpelliérain? Clermontois? Est-ce qu'aujourd'hui les joueurs et l'équipe collent à ces valeurs-là? Et si ces joueurs et cette équipe collent à ces valeurs-là, ouais, ben ce sera beaucoup mieux que si on est entre guillemets champion, mais qu'on représente quelque chose qui est pas nous, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai, qui est profonde, et je pense que c'est quelque chose que tu contrôles. Gagner, je sais pas si tu le contrôles vraiment. Voilà. Et c'est Roger Federer qui a gagné 80% des matchs qu'il a joués, mais il n'a gagné que 54% des points. Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est vraiment ça, c'est ce rapport à l'échec qui. Et je trouve que là-dessus, les Américains, ils sont, en tout cas les étrangers, ils sont beaucoup mieux que nous là-dessus. On a quand même un rapport à l'échec qui est pas. On valorise pas assez l'échec en fait. J'ai plein de questions à te poser, mais à chaque fois que tu me dis un truc, ça me fait lancer sur une autre. Il ne faut pas que j'ouvre une parenthèse, parce que là, j'ai un bouquin exactement sur la valorisation de l'échec et notamment les leçons de l'échec qui est très, très, très vrai. Harvard Business School ont tendance à prendre en école de médecine des élèves qui ont déjà changé de cursus scolaire, plus que ceux qui décident de dire « je vais faire médecine ». Parce que la probabilité de chance que quand tu as changé 3 fois d'orientation et que tu décides de faire médecine au bout de la 4e fois, que tu abandonnes, elle est quand même extrêmement faible par rapport à 90% des gens qui sortent de bonnes écoles, de bonnes universités, qui disent « je vais faire médecine ». Et là, donc alors qu'en France, c'est l'inverse. On n'aime pas les changements de cursus académique, on n'aime pas les pivots, on n'aime pas les indécis, et c'est pas réprimandé, mais c'est pointé du doigt. Ouais. Donc on en revient à se dire, est-ce que essayer, changer d'avis, échouer d'une certaine manière, c'est valoriser ce que tu apprends. Ouais. Est-ce que tu Nelson Mandela qui dit tu apprends, tu gagnes, je gagne, ou je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Ou est-ce que tu es indécis? Il y a un livre qui est excellent, qui est un peu dur à lire, mais qui parle de ce concept-là, et pour dire qu'il n'y a pas on n'a pas de mots pour ça. C'est pour te dire à quel point c'est pas ancré dans l'être humain. On n'a pas de mots pour ça. C'est le concept d'antifragilité. Le livre s'appelle Antifragile, je crois que c'est Nicolas Ben Taleb ou Taleb qui a écrit ça. Ouais. Et en fait, c'est de se dire que le contraire de la fragilité pour nous, c'est la solidité. Or, c'est pas le contraire. La fragilité, c'est quelque chose qui va se briser, qui va s'affaiblir, qui va se détruire sous la contrainte. J'ai un verre ici, je le fais tomber, donc je mets une contrainte dessus, il tombe par terre, il s'explose, et ben, il n'y a plus de verre. Donc ça, c'est quelque chose qui est fragile.
la solidité, c'est pas l'opposé. La solidité, c'est juste, je fais tomber quelque chose de solide, de costaud, il va tomber et il va pas se briser, mais il va pas s'améliorer. Le terme antifragilité, ça veut dire que sous la contrainte, il va s'améliorer. Et ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Il y a rien qu'on fait pour la première fois où on réussit. La première fois que tu conduis, tu cales, mais ça fait pas de toi. La première fois qu'un bébé cherche à marcher, il tombe. Et pourtant, ces échecs-là, ce sont ces échecs-là qui vont l'amener à devenir grand. Et donc, en fait, c'est un terme, l'antifragilité, qu'on a tous expérimenté, mais on n'a pas de mots pour ça. Et donc, lui, c'est un livre qui est costaud, que j'ai mis beaucoup de temps à lire, que j'ai pas fini d'ailleurs, mais en tout cas, c'est 4 livres en un. Et donc, il parle de ce terme-là, et c'est vraiment ça. Ça veut dire que aujourd'hui, en tant qu'être humain, l'échec, c'est le premier pas vers la réussite, en fait. Et donc, ce n'est juste qu'une étape vers la réussite. Parce que dans le sport, dans le truc, tu fais quelque chose pour la première fois, à moins que tu aies une chance extraordinaire qui arrive une fois tous les millions d'années, la première chose que tu vas faire, tu vas la rater. Donc pourquoi dévaloriser cet échec-là si on sait que c'est le premier pas vers la réussite? Donc, je vais te le filer, ce bouquin de Charles Pépin, toi tu vas l'avaler du coup en une journée, parce que dedans il y a une citation de Einstein qui est exactement ce que vient de décrire, qui disait « Dans mes expériences, je n'apprends et je ne valide une hypothèse que dans l'échec, que dans la négation. Ouais. Si demain on fait une expérience, on tente un truc et qu'elle marche, on est absolument sûr de rien, parce qu'on ne sait pas quel élément l'a fait marcher ou pas. Ouais. Alors que si c'est un échec, elle ne marche pas, bah là tu peux éliminer une hypothèse. Et ça, là tu avances. Donc lui te dit même pas ça de façon... Nelson Mandela, ça fait un peu plus inspirationnel, un peu plus philosophique. Là il te dit d'un purement matériel, scientifique, rationnel, la seule moyen que j'ai de passer à une étape 1 à l'étape 2, c'est d'invalider quelque chose par un échec. Ouais. Sinon j'apprends rien. Ça c'est l'approche scientifique. Moi, Aurélie Jean, j'ai écrit avec elle le livre sur la data, et c'est elle qui m'avait appris ça en disant que l'approche scientifique, c'est ça en fait. Être scientifique, c'est ça. Ouais. C'est permettre au monde de te dire non. Donc c'est exactement ce que tu dis sur Einstein. Ça veut dire que on fait une expérience. Est-ce que cette expérience-là, entre guillemets, le monde me dit non? Donc non, ok. Mais ça veut pas dire que c'est oui, mais ça veut dire que déjà ça, tu peux l'éliminer. Tu peux l'éliminer et tu avances comme ça. Et jusqu'à ce que tu es. Et si ça te dit oui, malheureusement, tu es sûr de rien. Exactement. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est un concept qui est assez passionnant quand même de cette approche un peu scientifique, c'est pas mal. You know you learn. Ouais. Tu as parlé d'épisodes avec Raphaël Varane où j'avais adoré quand il me décrivait, lui, à 18 ans, venant de Lens, débarquer dans le vestiaire de Real Madrid, mais aussi avec son côté growth mindset, amélioration perpétuelle, on en parlera dans un petit moment, comment il s'était inspiré de tous les membres du vestiaire sur des petites parties. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il parle de Cristiano Ronaldo. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc je pensais qu'il allait me parler de nutrition, de dédication, de discipline. Il m'a dit sa réaction quand on encaisse un but. Ouais. Il allait chercher le ballon au milieu du filet et par l'action, allez, on y va, il le foutait au milieu, c'est-à-dire on y retourne. Si toi, tu fais un peu un mélange de Béziers, équipe de France, Stade Toulousain, Racing, tu mets un peu tous tes coéquipiers dans un vestiaire. Ouais. Si je t'en cite quelques-uns comme ça, est-ce que tu peux, vraiment en mode court, me dire qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez eux, qu'est-ce que tu as pris de chez eux pour potentiellement améliorer ta performance à toi? Si je te dis Dan Carter, par exemple, l'ancien demi d'ouverture des All Blacks. Je dirais son calme. Son calme, sa sérénité, sa capacité à être dans le moment présent et sa qualité d'exécution. Ça veut dire que jusqu'à 30 secondes, tu peux lui dire glisse là, enfin jusqu'à dernière seconde, tu lui dis glisse là au pied. Il a la capacité technique de le faire. Ça veut dire que il était toujours, quand il prenait le ballon, il était toujours ouvert à toutes les solutions, jusqu'à ce que ce soit plus possible. Mais il était toujours ouvert à toutes les solutions. Et après, dans la vie de tous les jours, son expérience, quoi. C'est quelqu'un qui a une très très grosse expérience, qui sait où il va et qui sait surtout comment il faut y aller, quoi. Il a vraiment les clés là-dessus et il est impressionnant. Si je te dis Thierry Dussautoir. Thierry Dussautoir, ancien capitaine de l'équipe de France, troisième Miel de Toulouse, de Biarritz. Thierry Dussautoir, sa dureté dans le sens où c'est quelqu'un
c'est quelqu'un de vraiment résilient. Thierry Dussautoir, aujourd'hui, c'est Thierry Dussautoir, le grand capitaine et tout ça, mais Thierry Dussautoir, le début de carrière de Thierry Dussautoir, c'est une succession de rendez-vous manqués que beaucoup de personnes auraient abandonné. Donc, moi, je sais que c'est quelqu'un qui a 2 ans de plus que moi. Donc, je regardais quand il était en équipe de France, moins de 21. Et j'étais venu le voir sur un match de moins de 21 où il s'était blessé au genou contre l'Angleterre. C'était vraiment un exemple, quoi. Il avait commencé à jouer en équipe professionnelle à Bordeaux, puis après il était parti à Colomiers. Vraiment, c'était quelqu'un que je suivais. Pour moi, j'étais sûr qu'il allait aller en équipe de France, sauf qu'à chaque fois qu'il devait se faire sélectionner, il était blessé. Il avait toujours le mauvais truc qui allait. Bordeaux descend, ensuite il va à Biarritz, voilà. Et puis c'est vraiment été sur le tard, sur la Coupe du Monde 2007. Lui, il est 80, donc il a 26 ans. Alors c'est toujours jeune pour un homme, mais ça reste assez tard pour un sportif. Et en fait, il a jamais rien lâché, quoi. Et par contre, une fois qu'il a eu le truc, comme il avait l'habitude de pas le lâcher, ça a été quand même assez fort pour lui. Toujours mal résilient. C'est ça, ouais. Peut-être que tu vas me citer la même, mais tu me dis si c'est pas vrai. Si je te dis Dimitri Zardevski, talonneur du Racing et de Béziers et du Stade Français, ton ami de toujours, et Pato Albacete. Ouais, c'est vrai. Y a un truc oui, bien sûr. Cette résilience, cette endurance. Voilà, l'endurance dans tout, en fait. Ça veut dire que et vraiment c'est fou que tu les lis comme ça. Bon, tu les connais, mais ils ont vraiment une endurance dans tout. Ça veut dire que à partir du moment où ils savent que mon objectif c'est ça et pour y aller je dois faire ça, mais tant qu'il n'a pas atteint son objectif, il ne lâchera pas le fait de faire ce qu'il doit faire pour atteindre son objectif. Et ça, je pense que c'est une excellente. Je pense que c'est la qualité. J'entendais Arsène Wenger qui avait parlé de ça, qui disait que c'est pas l'intensité de la motivation qui est le plus important, mais l'endurance de la motivation. Et je pense que eux, ils symbolisent ça. Ils symbolisent le fait que ils seront toujours là. Voilà. Ils vont pas rater une séance, ils vont pas rater un entraînement, ils vont pas rater un truc. Et puis surtout, ils vont le faire à fond. Et c'est pas pour rien que Dimitri a 83 sélections, c'est pas pour rien que Pato en a au moins une soixantaine ou une 60-70 sélections avec les Pumas, alors que pendant au moins 5 ou 10 ans de sa carrière, il a plus été pris pour des raisons extra sportives. Mais ouais, c'est vrai qu'ils ont vraiment ce truc en commun. Et moi, je savais que c'était quelque chose qui me manquait un petit peu. Que ce soit à Toulouse ou Racing ou à Béziers, je me suis toujours mis dans la roue de ces mecs-là qui lâchent jamais. Ça, c'est quelque chose qui ça fait partie des joueurs avec qui j'ai joué qui m'ont marqué. Et le dernier que je citerai, c'est Rupeni Kokonibuka. Je pense que c'est... je l'ai connu à la fin de sa carrière. Rupeni Kokonibuka, ailier fidjien qui a joué à Toulouse, un phénomène de la Coupe du Monde 2003 en France où il dépose mon pote Aurélien Rochery. T'as l'impression qu'il était... C'était en 2003, c'était en Australie. Il y avait 30 km/h d'écart entre les deux. Qui a été une étoile un peu filante du rugby mondial parce qu'un génie du rugby fait pour ce sport. Malheureusement, des déboires un peu extra-sportifs qui ont entaché... Je dirais pas une étoile filante. C'est pas une étoile filante. Sa carrière a été longue, mais elle n'a pas été aussi forte qu'elle devait être. Aujourd'hui, Rupeni, c'est quelqu'un c'était un John Alomu. Il avait exactement les mêmes qualités, voire plus que John Alomu. Par contre, il était un peu plus fantasque que John Alomu. Et moi, je l'ai connu à la fin de sa carrière. Et je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué. Et ça veut dire que il était incroyable. Il avait quand même en surpoids. Ouais, en surpoids, on va dire. Mais même en surpoids, tu courais à côté de lui, tu avais l'impression de devoir faire 3 pas quand lui, il en faisait un. Et donc lui, c'est le talent pur. Je sais pas si c'est le talent pur. Je crois pas moi au talent pur. Je pense pas que le talent soit quelque chose d'inné. Je pense surtout que physiquement, oui, je crois au talent. Ça veut dire que physiquement, il a des qualités que les autres n'ont pas. Mais il a dû faire tellement de rugby au Fidji, sur l'herbe, pieds nus, avec ses potes, changement de direction sur des terrains humides, sous la pluie, que toi, tu te sentirais sur une patinoire, parce que c'est l'équivalent d'une patinoire, un terrain de rugby sur lequel tu joues pieds nus, et que quand tu lui mets une paire de crampons sur un terrain sec ou même mouillé, c'est trop facile pour lui en fait. Et après le ballon,
je veux dire, il maîtrisait l'art du rebond comme personne. Il y avait un jeu, je me souviens une fois, on avait joué un jeu dans la salle de muscu où tu jetais le ballon de rugby, il fallait le laisser rebondir et annoncer le joueur vers lequel il allait rebondir. Sachant que le ballon de rugby est ovale, Voilà, et personne ne sait où est-ce qu'il va aller. Ben lui, il a fait pratiquement 100%. Il jetait le ballon là, il disait Benjamin, ben il jetait le ballon super loin là, le ballon tombait, bounce back sur toi, dans tes mains. Yannick, donc en fait, quand tu vois les Fidjiens qui ont toujours les bons rebonds, on dit ouais, ils ont toujours les bons rebonds, comme si c'était de la chance. Ben non, c'est pas de la chance. Quand tu vois qu'en le jetant, il sait exactement où est-ce qu'il va retomber. Bon, et ça, c'est voilà, plein de petits trucs comme ça. Il adorait les jeux. On gagne. Enfin, il y avait des jeux de passe dans le gymnase au Stade Toulousain. Il y avait des endroits pour défiler avec des cibles pour les passes. Il se mettait au tout début de la salle de muscu. Il envoyait des passes de 20 mètres. Ça touchait une fois sur deux la croix. Donc technique individuelle. Et c'était pas des choses qu'on voyait dans son jeu à proprement dit, mais c'était tout sauf du hasard. Et la dernière anecdote, c'est quand il y a eu le tremblement de terre à Christchurch, ils avaient fait un match 2013, je dirais peut-être, ou 2011. Non, 2011, pardon. 2011, exact. Et donc 2011, et il y a un match Crusaders contre les Sharks, je crois, à Twickenham, et Sonny Bill Williams fait marquer un essai à la Sonny Bill où offload, il court le ballon à une main, il arrive au milieu de 3 ou 4 défenseurs et il donne le ballon. Et quand on voit ça, tout le monde dans le bus, tout le monde hyper excité. Roups, il voit ça, j'étais à côté de lui, il me dit moi ce week-end je vais faire ça. On va jouer à Perpignan, ça faisait depuis 1972 qu'on n'avait pas gagné là-bas. À chaque fois, Stade Toulousain, Perpignan, ça faisait partie des endroits où c'était très difficile de gagner. Et à un moment donné, il prend le ballon, il tient le ballon à une main, il prend le ballon, 3-4 défenseurs autour de lui. Il me dit si tu me vois, tu viens à hauteur. Et là, je viens à hauteur de lui et il arrive à sortir le ballon alors qu'il y a 4 mecs sur lui. Et voilà, et on va marquer et on gagne là-dessus. Mais tu vois, c'est très rare. Tu vois, c'est très rare. Les joueurs qui disent voilà, moi je vais faire ça et qui le font et qui ont la capacité de le faire. Et voilà, lui, là, c'est parti. C'est vrai que et je l'ai pas connu à son prime, donc. Bon, le temps tourne. J'aimerais qu'on parle des moments un peu plus durs, bien sûr, mais juste avant, tout ça regroupé. Un petit mot sur d'où est-ce que tu reviens. Parle-nous de ce voyage néo-zélandais qui est vraiment pour moi, qui représente vraiment le fil conducteur de qui tu es en tant que personne, qui est finalement perpétuellement, tous les jours, apprendre, s'améliorer des autres, de moi-même, d'autres cultures, écrire un bouquin sur la data, parce que tu l'as dit à demi-mot, mais tu as quand même écrit un bouquin sur la data dans le sport, enfin, co-écrit un bouquin sur la data dans le sport, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, donc des idées d'apprendre des autres, de la mesure de la performance, d'autres cultures, de littérature, etc. etc. Et donc, parle-nous de ce voyage grâce à Angus Gardner, en Nouvelle-Zélande, notamment aux Crusaders. Pourquoi ce voyage? Qu'est-ce que tu y as fait un petit peu? Et d'où ça vient? J'arrivais à la fin d'un cycle, parce que j'ai fait j'ai joué à Béziers, Stade Toulousain, Racing. J'ai fait 9 ans au Racing, donc je venais de terminer. Et t'as entraîné au Racing? Ouais, j'ai entraîné au Racing. Et donc, j'arrivais à la fin d'un cycle et je me posais la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire. Et avant de me relancer dans l'entraînement, trouver un club et tout ça, je pense que de la même manière que le rugby c'est un sport à maturité tardive, je pense que l'entraînement, il faut avoir beaucoup d'expérience et une vision assez claire du rugby qu'on veut pratiquer. Et pour avoir cette vision claire là, il faut en avoir expérimenté plusieurs. Moi, comme j'avais pas beaucoup voyagé dans ma carrière, parce que j'ai joué qu'en France et tous mes voyages ils ont été pour des matchs, mais j'ai pas expérimenté de vivre à l'étranger. C'était important pour moi de partir pour apprendre d'une autre culture. Et c'était quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, parce que entraîner, ça a toujours été coacher, ça a toujours été quelque chose qui était dans un coin de ma tête. Et là, je trouvais que c'était le bon moment pour partir. Donc j'ai contacté Angus, avec qui j'avais gardé la relation depuis Béziers, que j'avais renforcé quand j'étais devenu directeur sportif, parce que lui, il est general manager des Canterbury Crusaders en Super Rugby. Et je lui ai expliqué mon projet. Il m'a dit que c'était une super idée et qu'il serait ravi de m'aider. Et donc voilà, il a organisé tout un petit périple à Christchurch dans un premier temps. Et puis après, j'ai fait jouer mes relations sur les autres pays. Et ça a donné un voyage de pratiquement 3 semaines où j'ai rencontré
des équipes de high school, des Canterbury NPC, des Canterbury Crusaders. Le championnat national, les provinces. Voilà, c'est ça. De Waikato, des NPC, des Chiefs de Super Rugby. Je suis allé à Taranaki aussi. Ensuite, je suis allé à Auckland. J'ai rencontré Luke McAllister qui entraîne Westlake Boys High School, donc qui sont les champions en titre. Enfin, là, ils vont jouer la finale du pays. Ils sont les champions d'Auckland. Ils vont jouer la finale du pays ce week-end. Et donc, j'ai vu un peu toute cette organisation parce que ça m'a toujours fasciné. Comment un si petit pays de 5 millions d'habitants, qui est même pas la moitié de la région parisienne, arrive à dominer comme ça et avoir une influence telle sur le rugby mondial. Et voilà, il y a des référents par rapport à ça. C'était vraiment quelque chose qui me travaillait pour moi en tant qu'entraîneur, en tant qu'homme aussi, parce que je trouve que les vraies réussites, c'est ça, c'est d'être capable de tirer le meilleur de ce que tu as en fait. Si aujourd'hui tu as une Ferrari et que tu fais une course avec des Twingo, si t'es pas trop bête, il y a de grandes chances que tu gagnes. Est-ce que ça fait de toi le meilleur pilote Est-ce que ça fait de toi le meilleur pilote? Je suis pas sûr. Ouais. Quand t'es une Ferrari au milieu de Ferrari, déjà c'est bien. Et quand t'es une Twingo et que tu gagnes des courses avec des Ferrari, c'est encore mieux. Alors attends, donc tu t'es dit, comment est-ce que je peux progresser? Un questionnement perpétuel. Comment un si petit pays peut être aussi performant? Tu voulais voir ça de tes propres yeux. Ouais. Tu as décidé de t'y immerger, d'apprendre. Qu'est-ce que tu as appris? Alors, j'imagine plein de trucs, plein de choses, mais si tu dois résumer sur un ou deux trucs qui t'ont vraiment le plus marqué, quels sont-ils? La relation à l'homme. La relation à l'homme, je pense que là où ils font la différence, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, la relation entraîneur-entraîné qui est sur le même plan. Ça veut dire que l'entraîneur, c'est juste quelqu'un qui a la responsabilité de décider d'équipe et tout ça pour le joueur. Mais c'est pas une autorité, quelqu'un qui va distribuer le savoir. C'est un coéquipier qui va pas sur le terrain avec toi, mais qui t'aide à grandir quand c'est bien fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment fort. Et puis après, donc du coup, ils ont des process. Si tu compares ça avec la France, tu veux dire c'est moins l'autorité dictateur du coach référent qui est un peu Dieu et des petits soldats, quoi. C'est ça, exactement. Donc je trouve que comme ça? Je pense parce que déjà c'est le meilleur moyen de réussir. Okay. C'est le meilleur moyen d'obtenir ce que tu veux de quelqu'un. Je pense que c'est en le responsabilisant. C'est pareil pour pour nos enfants, pour un joueur. Je pense que de le responsabiliser, de le mettre face à ses convictions, à ses contradictions parfois et à ses objectifs. C'est le meilleur moyen que d'être sur un plan d'égalité. Donc, moi, j'allais faire mes entretiens. Il y avait donc Canterbury, ils ont leur centre d'entraînement qui est là. Ouais. Et juste en face, il y a un petit café où j'allais, moi, faire certains de mes entretiens, où j'allais déjeuner entre midi et 2. Et il y avait tout le temps le coach avec un joueur ou des coachs avec le mec l'analyse vidéo, ils sont autour d'un café, en train de discuter de lui, de ce qu'il veut faire. Et ça, je trouve que la relation entraîneur-entraîné, elle est forte. Et puis ensuite, elle est forte, mais elle est aussi pas imposée. D'accord. Voilà, il y a quand même une vraie demande des joueurs d'être coachés. Exactement. Exactement. On leur apprenne des trucs qui sont très friands quand même. Exactement. Et notamment sur la exactement, c'est ce que tu dis sur les skills supplémentaires. Ça veut dire que l'entrée, le début d'entraînement plus la fin de l'entraînement, c'est les joueurs, ils s'arrêtent, boum, ils font des trucs en passe, les piliers, ils viennent, ils se parlent, mais non, mais là, quand tu t'es lié comme ça, moi je préfère que tu te lies comme ça, ils se restent là. L'autre, il vient, attends, tu peux me montrer la passe et tout, j'arrive pas à faire la passe. Donc le 10 qui vient avec le troisième ligne, le jeune troisième ligne qui font la passe, les autres, ils font des jeux au pied. Et ça, il y a personne qui... Exactement. Sans coach. Ils appellent ça edge window. Et c'est comment tu prends l'avantage là, dans cette fenêtre-là. Et donc j'ai senti beaucoup de responsabilisation du joueur en fait. L'entraîneur, il est là pour agrandir le joueur, le faire grandir et le rendre autonome. Et donc du coup, ça donnait quand même des joueurs assez câblés. Après,
il y a moins de pression aussi que nous en France. Ça veut dire que parce que pas de montée et de descente. Ben, pas de montée, pas de descente. On n'a pas je sais pas si les droits TV sont les mêmes, mais tu finis à la 4e, à la 5e place, à la 6e place, à la 7e place, c'est plus pareil économiquement. Donc du coup, ben, il y a des patrons qui investissent beaucoup d'argent dans le rugby. Donc le contexte, il est différent. Ouais. Mais je pense que si on arrive à se décorréler de ça, qu'est-ce qui fait gagner? Je pense que c'est ça. Et au final, en voulant parfois aller plus vite et en squeezant un peu cette partie-là, ben on se trompe parce que ça ne marche pas. Si on résume, pour une si petite population, là tu parles du coach. Ouais. Le coach et le coaché, c'est aussi vraiment par une envie viscérale d'amélioration perpétuelle de tous. Oui, alors après, parler de la réussite de la Nouvelle-Zélande à travers un prisme, c'est pas je parlais d'un autre truc qui t'avait le plus marqué. Ça c'est dans les trucs qui m'ont marqué. Après, dans la construction de leur société, le sport, il a une place qui est quand même beaucoup plus élevée que nous. Ça veut dire que quand tu finis l'école à 14h30 tous les jours, ben, ce que tu fais ensuite, c'est du sport. Et pourtant, ils ont 2 fois 2 heures de sport comme nous, on avait 2 heures de sport au collège. En plus. Mais en plus, ouais. Donc, ils ont leurs 2 fois 2 heures de sport au collège. Ils ont alors, c'était le collège de Luc, je ne sais pas si c'est tous les collèges, mais ils avaient well-being. Donc, une matière, c'est well-being, le bien-être, matière bien-être. Et dans cette matière, tu avais 2 fois 50 minutes de pratique et 1 fois 50 minutes de théorique. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais pour ton bien-être, en fait? C'est ouf de dire ça. Et donc ça, le résultat de ça, c'est une équipe qui cartonne en rugby, qui est toujours parmi les meilleurs. Et c'est surtout, quand on a regardé les JO, ils ont fait 12 médailles d'or. 12 médailles d'or pour un pays de 5 millions d'habitants. Enfin, devant la Nouvelle-Zélande, il y avait la France, 70 millions d'habitants, la Chine, 1 milliard, les États-Unis, 350 millions, le Royaume-Uni. Il y a quand même l'Australie avec 28 millions. Ouais, c'est ça. Exceptionnel. Ouais, mais c'est la même chose pour moi. Nouvelle-Zélande, Australie, c'est d'ailleurs le prochain voyage, il sera pas loin d'être en Australie. Alors, avec un crochet en Afrique du Sud aussi, tu vois, parce que ça me plaît aussi ce qui se passe là-bas. Ouais. Mais en tout cas, je pense que c'est ça pour moi la vraie réussite. La vraie réussite, c'est la capacité à tirer le meilleur de ce que tu as. Ouais. Et si tu as tiré le meilleur de ce que tu as, tu arrives deuxième. Quand l'Islande fait 8e de finale de l'Euro au foot, alors qu'ils sont 150 000 habitants, ça vaut un titre de champion du monde pour moi. Parce que par rapport à ce qu'ils ont au départ et ce qu'ils sont capables d'en faire, c'est génial. C'est génial. Bon, écoute, j'ai l'impression que tu vas écrire un deuxième bouquin sur la Nouvelle-Zélande et je serai le premier à le lire. Le temps file, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne juste 5 minutes. On a parlé donc de construction individuelle, d'épanouissement du collectif, d'apprendre des autres, de progrès perpétuel, de leadership, d'institution. On a fait tout dans un but de performance. Les plus grandes victoires, comment on y allait, etc. J'aimerais juste qu'on explore pendant 5-6 minutes le côté un peu plus dark quand même de ta carrière qui a été dur, où tu as explosé. Je me souviens de toi, en moins de 18, moins de 19, on parlait d'un phénomène qui arrivait de Béziers. On était en équipe de France moins de 21, tu étais le seul qui est en plein milieu de la Coupe du Monde 21 et appelé à partir jouer en équipe de France pour faire un tournoi, jouer toutes les minutes comme tu l'as dit, etc., etc. Tout gagné avec Toulouse, qui était le club dans lequel tout le monde voulait rentrer. Je crois qu'à cette époque-là, ils signaient genre un mec par an. Quand tout le monde en signait 15, eux ils ont signé 1, 2, c'était la marque que tout le monde voulait y aller. Mais ensuite, tu as eu quand même une traversée du désert à cause de blessures, à cause, tu me dis si je me trompe, mais au Stade Toulousain, peut-être de l'avènement justement d'un Thierry Dussautoir qui joue le même poste que toi. Après, même vous êtes complémentaires, mais peut-être il n'y a pas de place pour tout le monde. Puis tu avais un Jean Bouillou, etc. Enfin, sans être trop technique, il y avait peut-être des compos d'équipe qui étaient un peu compliqués. Tu as des changements de sélectionneurs. Et tu as finalement une traversée du désert relative, parce que tu jouais dans un super club, tu étais bon, etc., mais qui n'était pas aussi brillante qu'au début, pour revenir en équipe de France quand moi j'y étais, avec ce moment magnifique d'une Marseillaise France-Australie, où tu es pris par l'émotion et tout le monde avait été touché par tes larmes, parce qu'elles étaient belles, elles étaient sincères, et en plus tu fais un super match ce match-là. Mais sans parler de l'émotion de la Marseillaise, je voudrais juste parler de comment est-ce qu'on traverse ces moments de déception, où tu mets énormément d'énergie, énormément d'efforts pour la violence de la blessure, ou par la violence de la déception de ne pas être sélectionné parce que les autres sont meilleurs, de ne pas être à ton meilleur niveau. Comment tu traverses ces moments durs, ces moments de déception, ces moments de doute? Est-ce que tu as douté déjà? Oui, forcément. Je peux pas dire que j'ai pas douté, mais comment on le traverse? Je pense que j'ai envie de te dire je sais pas.
Parce que quand c'est facile à raconter après. C'est facile à raconter après, de raconter un super storytelling autour de ça. Voilà, j'étais résilient et tout. Oui, effectivement, j'ai été résilient parce que j'ai pas lâché. Mais par contre, j'étais pas sûr que ça allait payer, en fait. Et j'étais même plus sûr que ça allait payer. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que y a des choses que tu contrôles, il y a des choses que tu contrôles pas. Et pour ça, la meilleure image de ça, c'est ma carrière en équipe de France. J'ai 2004-2007, Bernard Laporte qui me sélectionne, j'ai 20 ans. De 20 ans à 22 ans, j'ai 25 sélections. On parle du tournoi 2006, je joue tous les matchs. Il me sélectionne pour la Coupe du Monde 2007. J'ai pas joué un match de l'année. Mon dernier match, c'était tournoi 2006. Et donc, un an, voilà, pour blessure. Un an et demi après, pratiquement, il me sélectionne pour la Coupe du Monde. Donc, une énorme confiance en moi. Je joue moins à la Coupe du Monde, c'est un fait. Mais en tout cas, 25 sélections à 22 ans. Marc Lièvremont, 0 sélection en 4 ans. Et Philippe Saint-André me sélectionnait de temps en temps. J'étais souvent dans le groupe. Au final, je fais la Coupe du Monde, mais c'était plutôt quand Titi du Sautoir n'était pas sélectionné, que j'étais là, ou quand il était là, j'étais remplaçant. Des fois, j'étais titulaire. Enfin, on va dire, entre les deux. Entre Bernard Laporte, qui me sélectionnait tout le temps, et Marc Lièvremont, qui me sélectionnait pas du tout. La vérité, elle est où? Je sais pas. Qui a tort, qui a raison? Est-ce que Marc Lièvremont avait raison? Il fait finale de Coupe du Monde, c'est peut-être le meilleur résultat. Oui, mais il y a beaucoup de fois où j'étais pas blessé quand Lièvremont me sélectionne pas. Donc, et ça c'est la base. Ça veut dire que déjà quand tu joues au rugby, et ça je sais plus qui m'avait dit ça, mais je trouve que ça fort. J'ai jamais choisi d'être professionnel de rugby. On m'a choisi pour être professionnel. Donc tu vas faire tous ces efforts là, tout en sachant que peut-être que ce sera pas assez. Parce que aux yeux de Benjamin, aux yeux de Marc Lièvremont, aux yeux de Guy Novès, peut-être que ce ne sera pas assez. Tu étais confortable avec cette idée-là? Je suis devenu confortable avec cette idée-là parce que je n'avais pas le choix. Parce qu'au début, comme tu l'as dit, tout roulait sur des roulettes. Ça veut dire qu'à Béziers, je jouais tout le temps. J'étais capitaine, j'avais 20 ans. Je partais avec les moins de 20, j'étais surclassé, j'allais en équipe de France. Tout allait bien. Et peut-être qu'à un moment donné, moi aussi, je me suis cru aussi arriver. Tu vois, une fois que tu as fait tous les trucs, je me suis peut-être cru arriver et j'ai peut-être pensé que ça allait se faire tout seul. Un coach, un entraîneur, un pote, quelqu'un qui t'a dit Non, que je me croyais arriver. Ouais. Non, mais si tu veux... Croyais, c'est peut-être pas le terme. Non. Mais que tu donnais pas autant de mal que tu devrais. Non, on me l'a pas dit. J'aurais aimé qu'on me le dise peut-être plus tôt, mais si tu veux, quand tu fais le tour, la première fois que le mec te sélectionne pas, quand Marc Lièvremont ne me sélectionne pas, entre guillemets, c'est un con. Il comprend pas les trucs et tout ça. Et puis après, une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être que il y a des choses que je fais pas bien. J'étais très proche de Pato, on en parlait tout à l'heure, Pato Albacete. Je me suis entraîné vraiment très très fort avec lui. Notamment, il y a une fois où je suis parti en Argentine faire une intersaison avec lui parce que c'est vraiment un des plus gros travailleurs que je connaisse. Et c'est ce fameux, tu parles du match où je me blesse le genou d'abord. Ce match-là où je reviens d'une préparation avec Pato, je suis dans la forme de ma vie. C'est cet été-là où je suis devenu un des capitaines du Stade Toulousain. Ça se passe super bien. Je fais un très très bon début de saison et j'ai l'impression que ça va peut-être s'ouvrir. On commence à parler de moi dans la presse pour un retour en équipe de France. Et là, rupture du tendon rotulien. Et à nouveau, 10 mois d'arrêt, repartir encore de zéro. Et donc... Cette traversée du désert, quand même, moi, j'ai vu l'avant, l'après. Ouais. Très sincèrement, d'un œil extérieur, on n'était pas coéquipiers en club. Ouais. J'ai l'impression que tu bossais 2 fois plus. Déjà. Oui, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. C'est vrai que au-delà de bosser 2 fois plus, il y a eu de bosser 2 fois mieux aussi. Donc j'ai bossé 2 fois plus, mais j'ai bossé 2 fois mieux. Donc ça veut dire que je me suis... j'en parle dans le livre qu'on a écrit avec Aurélie, c'est que j'ai commencé à penser la performance. J'ai commencé à regarder les datas. Ok, qu'est-ce qui fait que là j'étais bon, là j'ai pas été bon. Comment je me suis entraîné. Et je commençais à travailler avec un préparateur physique personnel en dehors de ça, avec qui j'envoyais tout ce que je faisais. Je travaillais avec un kiné. J'allais chercher des solutions en fait. Mais je le faisais parce que, en fait, je voulais juste ne pas avoir de regrets. Il y avait un moment donné où je me disais bon, peut-être qu'ils me prendront pas et tout ça, mais par contre moi je veux pas lâcher et je veux pas avoir de regrets.
Et donc, je partais là-dessus. Et jusqu'à ce que Philippe me sélectionne à nouveau pour la tournée que tu connais. Et en fait, voilà, les émotions mises à part, mais il y a eu quand même de l'émotion. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand tu n'y crois plus et que ça vient, bon, tu te dis, c'est pas des légendes, quoi. Le travail, il paye. Le travail intelligent et acharné, il paye. Après, quand tu dis, tu sais, il fallait que je donne tout sans aucune garantie que ça fonctionne. Dans ce que tu viens de décrire, la motivation de tout donner sans aucune garantie, c'était en fait la peur de te décevoir toi-même, la peur de ne pas exploiter ton full potentiel. En gros, c'est comme, tu vois, vraiment un match où tu fais une performance extraordinaire, mais il se trouve que tu perds, ça fait chier, hein. C'est très très dur. Quelques heures après, ça va mieux. Un match où tu sais que tu as fait une bêtise parce que tu n'as pas donné assez, tu n'as pas couru assez, tu n'as pas préparé ton match, ce regret, bien sûr, qui te bouffe de l'intérieur. Mais si tu veux, je pense quand même, en étant honnête avec moi-même, je pense qu'il y a aussi ce truc que des fois des joueurs un peu talentueux peuvent avoir, c'est de pas se donner à fond. Alors c'est compliqué comme concept, si c'est pas clair tu le couperas, mais c'est que des fois tu te donnes pas à fond en te disant ouais bon j'y suis pas arrivé parce que entre guillemets j'avais pas envie, quoi, tu vois, je voulais pas, tu commences à te dire tu te construis déjà une excuse. Exactement, parce qu'en fait de se donner à fond, de tout faire pour y arriver et ne pas y arriver, ton ego il en prend un coup en fait. Tu vois, et je pense qu'il y avait un peu de ça dans la première partie du truc, c'est que mais déjà j'y arrivais sans faire, alors, pas sans faire d'efforts parce que on peut pas y arriver sans faire d'efforts, mais pas autant que j'aurais pu, voilà. Et donc Dimitri à la même époque. Exactement, pas autant que Dimitri à la même époque. Et donc du coup, quand tu fais ça, le jour où tu arrives pas et tout, ouais, je sais, mais le jour où j'accélère, je reviens tranquille. Ouais, sauf qu'au bout d'un moment, je me suis mis à accélérer. Et en fait, ça revient pas tranquille, en fait. Et donc, du coup, j'accélère encore plus. Et puis après, non, là, je suis à fond. Et ça revient pas. Et donc, du coup, ok, comment je peux réfléchir mieux à ce que je fais. Et donc, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai eu ce process-là qui continue de me suivre parce qu'au final, c'était un process que j'ai acquis en tant que joueur, mais il me sert aujourd'hui en tant qu'entraîneur, en tant qu'homme même, dans la vie de tous les jours, avec mes enfants. C'est quelque chose qui, je pense, est nécessaire pour réussir et pour avancer surtout. L'excellence, c'est perpétuellement apprendre, grandir, dépasser ses limites, growth mindset. L'épisode avec Vincent Clerc, il parlait exactement de ça. Ouais. Parce qu'il était parti aux États-Unis, c'était un des premiers à partir. Pour faire sa rééducation. C'est ça. Pour aller travailler là-dessus. Maintenant, ça devient un peu classique. À l'époque, c'était un alien de faire ça, mais le grand champion, il va se poser perpétuellement la question de comment je peux être meilleur, sans aucune garantie que ça tombe. Bien sûr. Mais la belle image que l'on a avec toi, c'est que ça tombe. Et quand ça tombe, ça crée des émotions extraordinaires que toi-même, tu as pu passer aux gens qui regardaient le Exactement. Et c'est de continuer dans cet état d'esprit-là. Aujourd'hui, je pars en Nouvelle-Zélande, je vais apprendre. D'abord, je vais apprendre, je vais comprendre, je vais progresser. Et puis, et en espérant que ça fasse de moi la meilleure version du coach que je peux être, quoi. Et puis après, est-ce que ce coach-là, il sera un bon coach? Je sais pas, mais en tout cas, il pourra pas être mieux que ce qu'il a été là. En tout cas, j'aurais donné tout pour l'être. Je sais pas si tu es un bon coach maintenant. J'ai absolument aucun doute que tu le deviendras sans doute très vite. Peut-être ça prendra un peu plus de temps parce que tu y mettras le travail et tu auras l'humilité aussi de savoir affronter tes qualités comme tes défauts avec des yeux grands ouverts. Ouais. On aurait pu pas, franchement, j'aurais dû prendre 3 heures de studio parce qu'on aurait pu les remplir facile. On veut apprendre. Si tu dois me parler de un documentaire, alors on a cité plein de bouquins. Il faudrait vraiment les citer vraiment propres. Mais un documentaire, un bouquin, et ensuite on va parler d'entrepreneurs et d'athlètes qui t'inspirent. Ça c'est beaucoup. Ton bouquin, comment s'appelle-t-il ? Mon bouquin, il s'appelle Data et Sport, la révolution. Je l'ai coécrit avec Aurélie Jean, qui est docteur en sciences, spécialisée dans l'intelligence artificielle, qui est une fille brillante en tout point, qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Parce que franchement, cette écriture-là, c'est limite un troisième bébé pour moi, parce qu'elle m'a vraiment demandé, elle m'a dit, écoute, on va écrire ensemble. Au début, elle m'a convaincu pour écrire ce livre, et puis une fois que j'ai dit oui, elle m'a dit, par contre, moi, je peux te dire un truc, c'est que tu vas écrire avec moi. Et donc on avait rendez-vous tous les mercredis soirs à 20h30 parce qu'elle habite à Los Angeles, donc il fallait que j'ai écrit sur des sujets, on a établi le plan ensemble, et puis j'écrivais, et puis une fois que j'avais écrit, je pensais que j'étais tranquille parce que j'avais écrit,
parce que j'aime bien écrire, donc je pensais bien écrire, et sauf qu'elle arrivait, elle me disait écoute, ton truc, je comprends pas quand tu parles de ça, il faut que tu utilises des termes qui sont ça, c'est pas français, ça on comprend pas, ça c'est pas scientifique, moi je peux pas écrire quelque chose comme ça, et donc je réécrivais, on réécrivait ensemble, on repartait, et ça a duré 2-3 mois à raison de un rendez-vous par semaine avec elle, mais beaucoup d'heures d'écriture, et donc je suis assez content du résultat parce qu'on a essayé de s'adresser au plus grand nombre. On n'a pas voulu être trop technique et s'adresser à une niche, mais à essayer de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'est la data et quels sont les écueils dans lesquels ils ne font pas tomber et qu'est-ce qui fait en quoi ça peut être utile. Et voilà, à travers ma carrière, je raconte un peu ma carrière et l'évolution de la data dans le sport. Canon. Un autre bouquin que tu n'aurais pas écrit, toi? Un autre bouquin que je n'aurais pas écrit moi et que je trouve que ça a été mon bouquin de cet été-là, c'est le livre de... Mais je ne sais pas s'il est en français, mais j'espère en tout cas que quelqu'un va le sortir en français, mais c'est le livre de Carlo Ancelotti qui s'appelle Quiet Leadership. Okay. Il est vraiment génial. Il parle de tous ces... Un truc en particulier qui te plaît dedans? Dans son approche de quiet leadership, ça veut dire qu'un leader, un vrai leader, il n'a pas besoin d'être... il n'a pas besoin de gueuler, il a besoin juste d'établir un cadre clair, en fait. Un cadre clair pour que les joueurs, en tant qu'être humain et en tant que joueur individuel, puissent s'exprimer et que c'est eux qui vont amener ça au collectif. Et donc lui, c'est un peu le chef d'orchestre, le mécanicien qui ajuste un petit peu les choses, mais qui donne beaucoup de pouvoir aux joueurs, quoi. Et donc c'est vraiment un super livre. Un documentaire ou un film? Un documentaire ou film, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, il y en a beaucoup. Pas The Last Dance? Non, pas The Last Dance, évidemment. J'ai bien aimé dernièrement, on a regardé avec mes enfants, le documentaire de Steph Curry, Underrated. Ah oui? Parce que j'aime beaucoup cette approche-là de... à la base, il était trop petit, il était pas assez physique, pas assez ci, pas assez ça. Il pourra pas faire un NBA. Et en fait, il a révolutionné son sport. Et puis, shoot stratosphérique. Exactement, mais c'est 3 shoots stratosphériques. Exactement. Et donc du coup, c'est devenu le meilleur marqueur à 3 points de l'histoire de la NBA, alors que le reportage démarre sur la lecture du rapport d'un des recruteurs à NBA sur lui, où il dit que des choses négatives. Il dit que des choses négatives, et puis au final, c'est un des plus grands joueurs de son sport. Donc je trouve que c'est bien d'apprendre de ça. Il ne faut pas croire que les sportifs, ce sont des gens spéciaux qui ont un super pouvoir à la naissance et qui vivent sur ce pouvoir-là. Je pense que c'est souvent quelque chose qui a été déclenché, qui a été entretenu, qui a été travaillé. Et ça, c'est une bonne image. Magnifique. Canonissime. Ouais. Yannick, regarde-moi ça. On est bon? On a même débordé. Ouais. Franchement, c'était un pur plaisir. Ouais, plaisir pour moi aussi. À refaire. Ouais, à refaire quand tu veux. Il y a des sujets, donc tu sais que moi pour parler normalement c'est pas ce qui me dérange le plus, mais oui, il y a des sujets. À force de vivre des expériences différentes et souvent plus belles les unes que les autres, il y a beaucoup de sujets. Il y a plein de choses qu'on n'a pas encore abordées, mais on les aborde à nouveau quand tu veux. Il me tarde déjà. Encore merci. Avec plaisir.